En 1945, dans un éclair de lumière, le monde est entré dans l'ère nucléaire. Pour le meilleur ou pour le pire, l'humanité a réussi à exploiter le potentiel illimité de l'énergie nucléaire. Au début de la guerre froide, on croyait que la fission atomique apporterait des solutions même aux problèmes les plus courants. Grâce aux avancées scientifiques et à une bonne dose de créativité, les ingénieurs américains ont appliqué l'énergie nucléaire à la conception d'un char. Ou du moins, ils ont tenté. Développement. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient besoin de chars modernisés, au cas où la guerre froide dégénérerait en conflit armé. Lors d'une conférence sur la défense, l'opération Question Mark fut proposée, un projet visant à concevoir la prochaine génération de chars. La seule contrainte du projet était que le char devait être prêt pour la production en 1961, avec l'espoir de créer une conception si innovante que les soviétiques n'auraient aucun moyen d'y faire face. Plusieurs chars expérimentaux furent proposés dans le cadre de ce projet, notamment le Slick Rex, le Lightweight Wasp, ainsi que le Falcon, un hybride entre un char monoplace et un hélicoptère. Relevant le défi, le constructeur automobile Chrysler a commencé le développement de son propre char, surnommé le TV-8. Le concept reposait sur un design polyvalent capable de remplir plusieurs rôles. Amphibie pour traverser les cours d'eau sans avoir besoin de pont, doté d'une grande autonomie afin de limiter le ravitaillement, et résistant aux conditions d'un environnement post-nucléaire dans lequel il pourrait opérer. Un unique prototype de ce design révolutionnaire fut construit avant que le projet ne soit abandonné. Propulsion. Le seul prototype du TV-8 était équipé d'un moteur Chrysler 8 cylindres de 300 chevaux, qui alimentait une paire de moteurs électriques entraînant les roues. Cela ne servait que de solution temporaire pour prouver la faisabilité du concept. La véritable motorisation devait venir plus tard. Plusieurs options furent envisagées, dont une transmission électrique par turbine à gaz, un moteur à cycle vapeur alimenté par hydrocarbures, ainsi qu'une solution bien plus radicale. La version finale du TV-8 devait être propulsée par un moteur nucléaire à fission interne. La composition exacte de ce moteur est inconnue, car il n'a jamais été complètement développé avant l'arrêt du projet. Cependant, on peut supposer qu'il utiliserait la fission, ou la division des atomes d'uranium, qui générerait de la chaleur, provoquant la conversion de l'eau en vapeur, qui ferait tourner une turbine, alimentant les moteurs. Le concept d'une source d'énergie nucléaire a été utilisé avec succès sur les navires et les sous-marins, mais n'a jamais été mis en œuvre sur les véhicules terrestres. La raison de cela était une question d'efficacité. L'uranium est extrêmement dense en énergie. Une livre de cet élément fournit 108 000 fois plus de puissance que le même poids de diesel, offrant ainsi au véhicule une autonomie théoriquement illimitée. Cela permettrait d'alléger les systèmes logistiques, qui seraient vulnérables en cas de guerre ouverte entre les superpuissances nucléaires. Conception. Le TV-8 était conçu en deux parties. La partie inférieure comprenait les chenilles, qui propulsaient le véhicule. Au-dessus se trouvait une imposante tourelle, massive et peu maniable, qui abritait tout le reste. Les armes, les munitions, l'équipage, le réacteur nucléaire, la transmission et tous les autres composants. Ces deux moitiés peuvent être détachées et transportées séparément, facilitant grandement le transport du char sur de longues distances. La tourelle elle-même était constituée de deux parties. Une couche externe lisse, à l'exception du toit avec une trappe pour l'équipage, et une couche interne blindée protégeant l'équipage et les mécanismes internes. Entre les couches, il n'y avait que de l'air, ce qui donnait à la TV-8 une flottabilité positive. Flottant à l'arrière de la tourelle, une pompe à jet d'eau lui permettait de se propulser sur l'eau. Dimensions. Le TV-8 n'a été produit qu'en tant que prototype, servant davantage de preuve de concept que de véritable plateforme de combat. Malgré cela, il restait un char léger, pesant 25 tonnes. Il mesurait également 29 pieds, ou 8,8 mètres de long, y compris le canon principal, 11 pieds, ou 3,4 mètres de large, et 9,5 pieds, ou 2,9 mètres de haut. Armement. Le TVR-8 a été conçu dans l'intention de faire face aux chars soviétiques sur les champs de bataille ouverts de l'Europe. Il était équipé d'un puissant canon principal T-208 de 90 mm capable de détruire l'armure ennemie. Le canon était fixe, incapable de s'élever ou de s'abaisser par lui-même. Une paire de vérins hydrauliques permettrait d'ajuster la hauteur de la tourelle selon les besoins. Malheureusement, la configuration exacte de ce système s'est perdue dans l'histoire. Un bras de chargement hydraulique aurait également aidé à charger le canon.
Il y avait aussi une proposition pour que le canon principal utilise un propulseur liquide plutôt que de la poudre à canon solide conventionnelle. Le propulseur serait injecté dans la chambre de tir derrière le projectile et enflammé, éliminant ainsi le besoin d'étui de projectiles. De plus, le propulseur liquide pourrait être stocké dans des réservoirs de toute forme ou taille, rendant le stockage beaucoup plus facile que les obus conventionnels. Les contraintes techniques ont conduit à l'abandon de cette idée. Pour se protéger contre l'infanterie, il était équipé de 2 mitrailleuses de calibre 30 montées coaxialement dans la tourelle. Il était aussi prévu d'installer une mitrailleuse de calibre 50 sur le dessus de la tourelle. Celle-ci aurait été opérée à distance par un membre d'équipage à l'intérieur. L'épaisseur exacte du blindage du TV-8 est difficile à déterminer, car le seul prototype était une maquette en bois. Toutefois, certaines informations peuvent être extraites des plans encore existants. Les plans indiquent que les côtés de la tourelle seraient d'environ 3 pouces ou 80 mm d'épaisseur. Le devant de la tourelle était d'environ 2 pouces, 3/4 ou 70 mm d'épaisseur. Comme beaucoup de chars, cette protection était améliorée par l'utilisation d'un blindage incliné, un concept poussé à l'extrême. L'avant de la tourelle était conique avec une inclinaison de 68 degrés et les côtés inclinés à 45 degrés, des angles bien plus raides que sur les chars conventionnels, donnant au TV-8 sa silhouette distinctive en forme de coquille d'œuf. Équipage. Le TV-8 a été conçu pour un équipage de 4 personnes, situé dans la tourelle. Le conducteur était situé à l'avant gauche, à côté du canon principal, tandis que le tireur se trouvait du côté droit. Le chargeur serait derrière le tireur, et le commandant derrière le conducteur. On suppose que le conducteur verrait l'extérieur du char à travers une série de télescopes, bien que cela ne puisse être confirmé en raison du manque d'informations spécifiques. Ce que l'on sait, c'est que le commandant pourrait voir le monde extérieur à travers une série d'écrans de télévision en circuit fermé. En plus de lui donner une vue sur le monde extérieur, cela signifiait également qu'il y avait moins d'ouverture, ce qui empêcherait l'équipage d'être aveuglé en cas d'explosion nucléaire. Défaut. Le TV-8 était expérimental, un concept radicalement nouveau, dans la conception de chars qui était le produit de l'imagination des concepteurs de la guerre froide ayant carte blanche. Bien qu'innovant en théorie, il était loin d'être un design pratique, en premier lieu sa motorisation. En théorie, cela aurait simplifié la logistique, lui permettant d'avoir une autonomie prolongée avec une quantité minimale de carburant. En réalité, ce serait une configuration à risque. N'importe quel réacteur nucléaire, aussi bien isolé soit-il, baignerait constamment l'équipage de radiation et s'infiltrerait dans le véhicule lui-même. Sur certains navires à propulsion nucléaire, on peut trouver jusqu'à 100 tonnes de plomb pour protéger l'équipage. Un réacteur dans un char ne pourrait pas avoir un blindage aussi important, mais toute quantité de plomb suffisante pour bloquer les radiations rendrait le char trop lourd pour une utilisation efficace. Les équipages devraient donc être remplacés régulièrement pour éviter les problèmes de santé dus à l'exposition aux radiations. Les équipes de maintenance seraient elles aussi exposées à de fortes doses de radiation, et auraient besoin d'un équipement spécialisé et de protection même pour des réparations de routine. Si le char était touché sur le champ de bataille, ou simplement s'il percutait un obstacle, il n'y aurait aucun risque d'explosion nucléaire, mais une fuite de matériaux radioactifs serait inévitable. Dans un tel cas, le char ainsi que la zone environnante seraient irradiés, affectant les membres d'équipage survivants, ainsi que l'environnement. Pratiquement toute personne présente sur le champ de bataille serait exposée à des doses mortelles de radiation, même à cause d'un seul char endommagé. Les opérations de récupération seraient dangereuses, voire impossibles, car chaque épave deviendrait une mini-Tchernobyl, avec un impact pouvant durer des décennies. En plus de la source de carburant nucléaire, la conception du char avait d'autres défauts, à savoir la tourelle. Sa grande taille la rendait déséquilibrée et difficile à manœuvrer, en plus d'en faire une cible facile pour l'ennemi, sans offrir d'avantages par rapport à des configurations plus conventionnelles. Il y a aussi un risque de prolifération nucléaire. Les matériaux nucléaires sont difficiles à obtenir et sont strictement surveillés par les gouvernements. Cependant, un réacteur de char pourrait être facilement volé, et son cœur radioactif pourrait être utilisé par des groupes terroristes pour fabriquer une bombe sale ou d'autres armes de destruction. En fin de compte, le TV-8 était un concept défaillant, qui malgré son originalité, voyait ses inconvénients surpasser largement ses avantages potentiels. Il reste l'un des plus grands essais de l'histoire militaire. Un concept plus proche de la science-fiction que de la réalité du champ de bataille.